Imaginez recevoir un commentaire méchant sous une de vos photos. Un seul. Une phrase blessante, gratuite. Vous la lisez. Elle vous trotte dans la tête, elle gâche votre journée. Ça fait mal, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez ne pas en recevoir qu'un seul. Mais des dizaines, des centaines, voire des milliers chaque jour. Chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone. Une vague incessante de haine qui s'abat sur vous, peu importe où vous êtes. Au lycée, au travail, dans votre maison, dans votre lit, peu importe, n'importe où. Chaque notification devient une source de peur. La même insulte, répétée à l'infini par des visages que vous ne connaissez même pas. Arriveriez-vous à supporter ça? Pour des milliers de personnes, ce n'est pas une question rhétorique, c'est leur réalité. On l'appelle le cyberharcèlement. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement le définir, nous allons le disséquer. Comprendre ses mécanismes, ses conséquences psychologiques et surtout comment s'en défendre. Parce que derrière chaque écran, il y a un humain et il est temps de s'en souvenir. Le harcèlement dans le monde physique a des limites géographiques. La cour de l'école, le bureau. Le cyberharcèlement, lui, est sans frontières et sans horloge. L'histoire tragique de Maëlle. Maëlle, elle a 16 ans et elle a été victime de cyberharcèlement. Ciblée par ses camarades via de faux comptes, des insultes sur TikTok et une humiliation publique constante. Elle recevait une pluie de messages de haine incessante, tous les jours, peu importe l'heure, venant de dizaines de comptes différents, ce qui rend la défense et blocage presque impossible. La victime le disait elle-même, elle se retrouvait seule face à une montagne, submergée par un flot ininterrompu de haine qui la faisait sentir totalement impuissante. Maintenant l'histoire de Léa, une vidéaste de 34 ans, victime de cyberharcèlement massif. Léa a été victime de cyberharcèlement après avoir défendu des positions féministes et dénoncé le sexisme en ligne. Résultat, les insultes du début se transforment en un raid numérique d'ampleur. Menaces de mort et de viol, diffusion de son adresse email, réception de 1496 messages haineux documentés dans sa plainte. Et les conséquences psychologiques dans tout ça. Léa souffre de crises de larmes, de tremblements et d'insomnie. Elle s'est éloignée temporairement de son travail et a dû suivre un traitement médical. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle s'est remise en question. Elle se demandait même si c'était pas elle la fautive. Le calvaire de Marion Fraisse. Marion, 13 ans, est harcelée dans son collège, mais la violence ne s'arrête pas aux portes de son établissement. Un faux compte Facebook est créé à son nom. Sur ce profil, des insultes sont publiées, des rumeurs dégradantes sont lancées, et même ses propres amis finissent par douter d'elle. L'espace en ligne, qui aurait pu être son refuge, devient le prolongement et l'amplificateur de son supplice. Et le 13 février 2013, Marion se suicide. Son histoire a mis en lumière de manière tragique comment le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement s'entremêlent pour créer un piège sans issue. Sans vouloir prendre parti dans cette affaire, vous avez entendu l'histoire de Villebrequin. Fin 2023, Villebrequin, le duo automobile le plus populaire de France, des millions d'abonnés, des projets pharaoniques, annonce sa séparation. Une vidéo d'adieu sobre pour les deux créateurs, Sylvain et Pierre. Peu de temps après, Pierre poste une vidéo pour expliquer un petit peu plus cette séparation. Sylvain répond à la vidéo pour se défendre, et à partir de là, Pierre se prend une rafale de commentaires haineux. Encore une fois, je ne prends parti dans aucun côté pour cette histoire, je vous exprime juste les faits sur le cyberharcèlement. J'ai regardé la dernière vidéo de Pierre par rapport à cette affaire. Pierre a reçu énormément de commentaires haineux et très violents. Forcément, même s'il est adulte, pour lui ça a dû être énormément compliqué à gérer tout ça. Imaginez recevoir des milliers de commentaires tous les jours qui vous insultent, qui vous menacent de mort, qui menacent de mort votre famille. Tu m'as fait subir un harcèlement, mais putain, mais que là c'était dur. Là c'était pas un moment marrant que j'ai passé. Les allers-retours au commissariat pour porter plainte parce qu'on nous a fait des menaces de mort, parce qu'on m'a fait des menaces de brûler ma maison ou encore le bâtiment du plus gros projet de ma vie. Déjà en étant adulte c'est super compliqué à gérer, alors imaginez si un adolescent reçoit ce genre de commentaires tous les jours. Je vous ai illustré la vidéo avec quelques histoires. Il y en a tellement d'autres, je peux pas tous les mettre dans la vidéo. Mais au vu de ces exemples, une question se pose. Pourquoi ces déferlements de haine? Comment des individus qui pour la plupart ne jetteraient même pas un mauvais regard à quelqu'un dans la rue se transforment-ils en tortionnaires une fois en ligne? Le premier facteur, le plus évident, le bouclier de l'écran. Dans une interaction réelle, en face à face, nous sommes régis par des dizaines de filtres. La peur du jugement, de la confrontation, de la conséquence physique. L'écran fait voler en éclats la quasi-totalité de ces filtres. Et les psychologues ont un nom pour ce phénomène, l'effet de désinhibition en ligne. Derrière un écran, on ose dire et faire des choses que l'on ferait
jamais dans la vraie vie. Cet effet est puissant parce qu'il repose sur plusieurs piliers. Tout d'abord, l'illusion de l'anonymat. Le harceleur ne se sent pas être lui-même. Jean Dupont, père de famille ou étudiant, il est XXX Sniper, un pseudo, une entité désincarnée. Il a l'impression que ses actes ne seront pas rattachés à son identité réelle. La loi dispose aujourd'hui des moyens de remonter jusqu'aux auteurs. Cet anonymat n'est qu'une façade. Absence de retour empathique. Quand vous insultez quelqu'un en face à face, vous voyez directement l'impact de vos mots. En ligne, ce miroir est brisé. La victime n'est qu'un avatar, une photo de profil, une ligne de texte. Sans la vision de la souffrance qu'il provoque, le harceleur peut aller toujours plus loin, sans que sa conscience ne le freine. Troisième facteur, l'effet de meute. Très peu de raids numériques sont l'œuvre d'une seule personne. Ils naissent souvent d'un mouvement de groupe où la responsabilité se dilue. C'est ce qu'on appelle la diffusion de la responsabilité. Si 1000 personnes insultent, ma part de responsabilité ne semble d'être qu'un millième. Et enfin, la culture de la viralité et du clash. Les algorithmes sont conçus pour maximiser l'engagement. Et qu'est-ce qui génère de l'engagement? Les émotions fortes, l'indignation, la colère, le choc. Une opinion nuancée sera toujours moins visible qu'un clash violent. Le harceleur joue au jeu de la plateforme qui lui propose pour exister. Maintenant, mettons-nous du côté de la victime. Si vous n'avez jamais été harcelé, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi ça fait autant mal. Pour ma part, j'ai été harcelé pendant plusieurs années au collège. Ce n'est pas exactement la même que le cyberharcèlement comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a rendu plus fort, mais quand j'étais plus jeune, c'était vraiment très compliqué de prendre du recul. La première raison, c'est la violation du refuge. Votre chambre, votre maison, c'était votre sanctuaire. Le cyberharceleur fait exploser cette barrière. Il est dans votre poche, sur votre table de nuit. La deuxième raison est la permanence. Une insulte publiée en ligne et gravée dans le marbre numérique. Elle peut être screenshotée, partagée et ressurgir des mois après. C'est une cicatrice qui ne guérit jamais vraiment, parce qu'on peut la réouvrir d'un simple clic. Les conséquences sont documentées et elles sont sévères. Anxiété, dépression, troubles du sommeil, perte d'estime de soi, isolement et dans des cas les plus tragiques, les idées suicidaires et le suicide. C'est une question de santé publique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Maintenant, comment reprendre le contrôle face au harcèlement? Il existe des outils, des lois et des stratégies pour se défendre. Si vous êtes victime, écoutez attentivement. Premièrement, ne pas répondre. C'est contre-intuitif mais essentiel. Répondre, c'est donner à harceleur ce qu'il cherche. Une réaction, du pouvoir. Le silence est votre première arme. Étape 2, conservez les preuves. C'est l'étape la plus importante. Faites des captures d'écran de tout, les messages, les commentaires, les profils des harceleurs. Assurez-vous que l'URL, la date et l'heure sont visibles. Ces preuves sont vos munitions. Étape 3, bloquer et signaler. Une fois la preuve sauvegardée, bloquez les comptes des harceleurs. Ensuite, utilisez les outils de signalement de la plateforme. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, ils ont tous l'obligation légale de traiter ces signalements. Étape 4, en parler. Parlez-en à un adulte de confiance. Vos parents, un professeur, l'infirmière scolaire. Si vous êtes un adulte, vous pouvez en parler à un ami, un conjoint, un collègue. Et si vous n'avez personne, il existe des professionnels pour en parler. En France, le numéro de référence est le 3018. C'est gratuit, anonyme et confidentiel. Et enfin, étape 5, porter plainte. Le cyberharcèlement est un délit. Il est puni par la loi. Avec les preuves que vous avez collectées, vous pouvez vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour porter plainte. L'anonymat en ligne est une illusion. Les autorités ont les moyens de remonter jusqu'aux auteurs. Et enfin, on est tous responsables. À celui qui pense écrire un commentaire haineux pour rire, réfléchis à l'impact que tes mots peuvent avoir sur une personne, qui pourrait être impactée sur des mois, voire des années de sa vie. Et ceux qui sont témoins de ces harcèlements, signalez-les comme vous le pouvez. Je vous mets dans la description plusieurs ressources qui vous permettent de signaler des contenus haineux, des contenus de cyberharcèlement. N'hésitez pas à envoyer des messages de soutien à la victime. Avec tout ça, les utilisateurs en ligne se croient intouchables. On voit de plus en plus de commentaires vraiment violents apparaître sur les plateformes. Et maintenant, il est de notre responsabilité de vraiment signaler tout ça à chaque fois qu'on le voit. Je vous jure que ça peut détruire des vies. C'est pour ça que je fais cette vidéo, j'ai envie de sensibiliser, j'avais envie de vous partager tout ça pour vous voyez à quel point ça peut faire du mal. Encore une fois, toutes les ressources sont dans la description si jamais vous souhaitez signaler du contenu ou que vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt sur cette chaîne, salut tout le monde. Me crois-tu vraiment à ce point stupide pour me priver du meilleur d'entre nous?